Et bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Google Atelier Numérique. Je m'appelle Pierre-Olivier et je suis avec vous pour ce live autour du cloud. Introduction au cloud, c'est la thématique de ce matin. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, que tout va bien au niveau du son et de l'image. Je suis accompagné ce matin de Nicolas, du coup, qui va s'occuper du chat et de la modération. Donc n'hésitez pas à vous connecter à votre compte Google afin de participer au chat. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux. En tout cas, bonjour à celles et ceux qui viennent de nous retrouver. On va parler aujourd'hui d'une thématique un peu particulière, qui est une nouvelle thématique du coup chez Google Atelier Numérique, qui s'appelle Introduction au cloud. On va essayer de découvrir comment le cloud transforme notre monde et offre aux entreprises en fait de nouvelles solutions, des opportunités nouvelles pour gagner en efficacité, en agilité et surtout en performance. Donc un sujet qui, à mon avis, peut être hyper intéressant pour vous. N'hésitez pas du coup à nous partager également ce que vous faites dans la vie, si c'est juste par curiosité que vous êtes là, ou si vous avez vraiment un besoin spécifique sur cette thématique, n'hésitez pas à nous partager du coup vos ambitions, vos projets, vos objectifs. En tout cas, bienvenue du coup pour ce live. Donc, je répète, je m'appelle Pierre-Olivier et je suis avec Nicolas ce matin, du coup, dans le chat. On est parti, vous connaissez maintenant du coup nos habitudes. On présente le programme Google Atelier Numérique, qui est un programme de formation que vous connaissez peut-être sans doute déjà, qui aide les Français à monter en compétences, à acquérir de nouvelles compétences dans l'univers du numérique afin de développer des projets aussi bien personnels que professionnels. 4 piliers autour de ce programme de formation, donc des formations collectives en présentiel ou en distanciel. La chaîne YouTube que vous connaissez déjà, Google Atelier Numérique. On a également une hotline qui permet de réserver des coachings, un accompagnement personnalisé au numéro qui s'affiche en bas à gauche, le 01 76 21 52 00, ouvert de 9h à 13h du lundi au vendredi. Donc si vous voulez avoir un rendez-vous, si vous avez une question, une problématique liée au numérique, vous pouvez du coup avoir un accompagnement ou au moins du coup avoir quelqu'un au téléphone pour répondre à votre question. Ça peut être Nicolas, ça peut être moi au téléphone. Donc on sera très heureux de vous avoir. On propose également du coup dans ce programme de formation une certification qu'on appelle les principes fondamentaux du marketing numérique, une certification pour appréhender un peu tout l'écosystème du marketing numérique. C'est une formation relativement courte, de 40 heures, si je ne me trompe pas, autour de 8 modules. Donc, c'est vraiment hyper accessible et ça permet vraiment d'avoir les bases du marketing digital. Dans tous les cas, le programme, il est accessible à tout le monde et surtout sans frais. C'est clairement le maître mot du programme. Un programme qui est accessible à tout le monde, j'aime bien dire de 7 à 77 ans et surtout sans frais. Donc, voilà pour le programme Google Atelier Numérique. Je dis bonjour à Sabine qui me dit je suis juste curieuse. Écoutez, bienvenue Sabine. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir avec vous. Et je pense que vous n'êtes pas la seule. Il y a plein de curieux ce matin également qui sont avec nous et qui veulent en savoir un peu plus sur cette thématique un peu nouvelle, comme j'expliquais tout à l'heure. Euh, une, une, une nouvelle thématique qu'on propose du coup autour du cloud, qui est une thématique un peu particulière dans le sens où on ne parlera pas forcément de marketing ici, de marketing numérique, mais plutôt vraiment d'une technologie et expliquer que cette technologie vient un peu changer le paradigme, changer un peu la donne dans l'univers du numérique et globalement dans l'univers euh, l'univers économique, je dirais d'un point de vue macroéconomique du terme. C'est un sujet qui change la donne, qui a changé la donne, qui a fait changer la donne. Donc, du coup, l'idée, c'est de comprendre quels sont les tenants et aboutissants un peu de cette technologie et en quoi ça participe à justement le web que nous connaissons tous aujourd'hui. Donc, on va en parler. Donc, juste pour conclure un peu cette partie introductive sur le programme, donc vous connaissez peut-être aussi sans doute déjà le programme Google Career Certificate, qui est un programme de formation également qui est rattaché au programme Google Atelier Numérique et qui est un programme de formation qui vise ici à former des personnes autour d'un métier. Donc on est sur des formations qui sont professionnalisantes, on parle de certification métier, autour de 5 métiers, donc support informatique, design de l'expérience utilisateur, management de projet, analyse de données et cybersécurité. Donc, 5 métiers, pour expliquer un peu le contexte, 5 métiers qui sont en tension. Des métiers où vous avez beaucoup d'offres d'emploi, mais pas forcément beaucoup de candidatures.
beaucoup de candidats. Donc, vous avez un déficit autour de ces postes-là, de ces métiers-là. Et donc, Google permet aux apprenants donc, de se former, de monter en compétence sur un métier ou carrément d'apprendre un nouveau métier et permet également à des entreprises de pouvoir recruter des profils adéquats. Donc, voilà du coup la genèse, je dirais, de ce programme Google Career Certificate qui se passe 100% en ligne sur la plateforme Coursera. Vous avez du coup le QR code en haut à droite qui s'affiche pour pouvoir s'inscrire. Les formations sont gratuites. Google offre 10 000 licences gratuites cette année en 2024. Donc, on parle de formations qui sont assez costauds, assez lourdes, de 110 à 200 heures de formation. Donc, on est là vraiment sur une perspective d'emploi derrière. Donc, on estime que les formations vont de 3 à 6 mois, sachant que vous commencez quand vous voulez et vous terminez quand vous voulez. Vous êtes, vous avez entre guillemets, vous êtes maître entre guillemets de votre rythme et de votre avancée. Donc, c'est clairement ça l'idée aujourd'hui. Donc, par rapport à ce programme Google Career Certificate, je commence quand je veux et je termine quand je veux. Voilà pour la partie introductive. Juste pour expliquer rapidement quelques métiers comme ça, support informatique, tout ce qui va chercher du coup à gérer les interfaces réseau, notamment en entreprise. Vous avez le design de l'expérience utilisateur, c'est tout ce qui va être par exemple la conception, le design d'applications, de sites web, d'interfaces numériques afin de vivre une expérience de navigation positive. Donc, globalement, quand vous vous dites 5 minutes d'Instagram ou 5 minutes de TikTok et ça dure 1 heure, et bien du coup, voilà, ce sont ces personnes qui vont concevoir des expériences de navigation, des expériences utilisateurs positives afin qu'on reste le plus longtemps possible sur une application. Vous avez le management de projet, donc tout ce qui va être gestion de projet, analyse de données, on parle de data analyst, ceux qui vont du coup comprendre la donnée, la récolter, la stocker, l'analyser afin de prendre des décisions stratégiques en entreprise. Donc, c'est ceux qui vont du coup clairement mêler la data et le marketing. Et vous avez la cybersécurité, je ne le présente plus, qui représente clairement la majeure partie de nos formations qu'on délivre aujourd'hui, qui est un sujet qui est hyper intéressant, qui est hyper d'actualité également. Et donc, du coup, je dirais qui capte la majeure partie de nos formés, donc cybersécurité, et le programme un peu phare, du coup, dans ce programme Google Career Certificate. Donc voilà pour l'introduction, et on va passer du coup un peu plus en vif du sujet autour des objectifs de cette formation, de ce live. Premièrement, comprendre du coup comment la technologie façonne le monde qui nous entoure. J'expliquais du coup tout à l'heure, effectivement, on est clairement dans une nouvelle technologie, un changement de paradigme qui va du coup vraiment façonner clairement nos habitudes. On va le voir du coup dans cette première partie. Deuxièmement, on va découvrir du coup la technologie, le cloud en tant que tel et son fonctionnement dans notre quotidien. Donc, vous allez voir ici qu'on va clairement rentrer dans une partie un peu plus technique, mais qui sont, je dirais, intéressantes à comprendre, du moins à avoir en tête. Enfin, on va essayer d'appréhender du coup les principales tendances et les prévisions concernant le futur du cloud, voir qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui s'en vient du coup dans cette technologie-là, et en quoi c'est une technologie qui va clairement en fait nous suivre, nous accompagner pendant, à mon avis, pas mal de temps. Donc on est parti du coup sur ce sujet. Alors, je peux préciser du coup que c'est un sujet qui peut être parfois un peu technique, donc n'hésitez pas du coup à poser toutes vos questions. N'hésitez pas également à prendre des photos, à prendre des captures d'écran pendant le live. Donc voilà, sentez-vous libre de prendre des photos, de poser vos questions, et on serait très content de pouvoir y répondre, que ce soit Nicolas ou moi. Donc, sujet un peu technique, donc c'est pour ça que je préfère quand même vous prévenir, on est sur un sujet un peu différent. On va commencer du coup dans cette première partie avec une question: comment la technologie façonne le monde qui nous entoure? On a plein d'exemples et du coup je voulais vous poser un peu la question en introduction. Quels produits ou services ont changé au fil du temps grâce à l'avancée technologique? Est-ce que vous connaissez un produit ou un service, ou du moins peut-être un domaine d'application qui a changé au fil du temps grâce à l'avancée technologique? Il y en a plusieurs. Est-ce que vous avez une idée un tout petit peu de quels ont été, allez, je dirais depuis peut-être 2 ou 3 siècles, quels ont été
les grandes avancées technologiques de notre temps, est-ce que vous avez une idée? Alors, il y a un petit décalage entre le temps du live et le temps du chat. Donc, n'hésitez pas à prendre votre temps. Euh, une avancée technologique comme ça, est-ce que vous avez une idée potentiellement? Ça peut être, je sais pas moi, l'imprimerie, ça peut être l'électricité. Non, vous n'avez pas d'idée? Ça peut être Internet en tant qu'effectivement avancée technologique. Enfin, il y en a plein, hein. On va essayer de voir un peu tout ça, mais comme j'expliquais, donc depuis au moins 3 voire 4 siècles, on a eu des avancées incroyables et qui ont permis, du coup de connaître des évolutions ou des révolutions. Je pense bien sûr à l'électricité, donc l'ampoule électrique, hein, qui a permis du coup de, changer radicalement du coup l'éclairage, qui a transformé clairement nos modes de vie. Je pense au moteur, on est clairement ici à la fin du 19e siècle dans le boom, dans la révolution industrielle. Donc les moteurs vont propulser la mobilité, hein, d'accord? Donc les transports, et ça a accéléré clairement, notre temps, donc dans ce temps moderne et bien sûr aussi on a l'ordinateur, hein, 1946, milieu du 20e siècle avec je dirais même plutôt même fin du 20e siècle pour vraiment l'ordinateur, au sens, démocratisé du terme, donc qui ont, révolutionné du coup le traitement de l'information, l'accès à l'information, et bien sûr l'économie avec un impact incroyable, hein, dans nos sociétés, modernes. Donc, si je devais revenir un peu en avant, je dirais au tout début, je dirais l'imprimerie bien évidemment et la machine à vapeur qui ont été du coup, qui ont permis du coup les autres avancées. En fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'une avancée technologique permet du coup d'engendrer d'autres avancées. Il n'y a pas de forcément d'arrêt, et c'est ça qui est intéressant, c'est que, la technologie et les révolutions technologiques, en fait, amènent d'autres révolutions et on arrive du coup, clairement aujourd'hui dans le cloud qui est, du coup la dernière un peu, je dirais la dernière, hem, évolution technologique. Donc on parle du coup des infrastructures de données et de cloud qui ont eu un rôle clé, clairement dans, l'essor de l'IA, par exemple, tout ce qui va être le travail collaboratif, les nouvelles méthodes de travail, l'accès à des services comme le streaming, les réseaux sociaux ou les jeux en ligne. Donc ça, clairement, ça a été rendu possible grâce au cloud, hein, qui permet du coup, un accès universel et instantané du coup aux données. Clairement, les 3, je dirais les 3 avantages du cloud, hein. Donc accès universel et instantané aux données, une capacité de calcul et de stockage quasiment illimitée. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. On va le voir du coup par la suite, hein. Vous avez des espaces, aujourd'hui des zones qu'on appelle des data centers qui vont être capables de calculer très rapidement, et de faire plusieurs tâches à la fois. Donc ça, c'est, clairement une des avancées, du cloud et vous avez bien sûr la sécurité, et tous les services d'IA qui ont été, qui ont émergé du coup avec l'essor du coup du cloud. Donc une technologie incroyable qui a changé clairement le paradigme. On pourrait comparer et mettre en comparaison du coup le cloud et l'imprimerie. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on change de modèle, on passe sur un nouveau modèle de fonctionnement et qui va clairement chambouler, qui va révolutionner du coup la manière dont les gens travaillent et dont les gens interagissent. Si je pense à l'imprimerie, hein, clairement le fait d'avoir un livre imprimé a permis de, sortir entre guillemets «de sociétés», de l'oralité à des sociétés de l'écrit, hein. On dit souvent que les paroles s'envolent, les écrits restent et beh, l'imprimerie a permis voilà, de mettre, clairement, une avancée autour de l'écrit, de ce qui pouvait rester, donc voilà, d'un héritage quelque part. Et beh, aujourd'hui, vous avez le cloud qui est un peu dans ce paradigme-là, qui vient clairement changer, nos manières de travailler, d'interagir. On va le voir tout à l'heure, mais le cloud peut être vu comme étant, un paradigme nouveau, comme l'a été du coup l'imprimerie, au 15e siècle. Et effectivement, j'expliquais que, donc le cloud, est un changement de paradigme qui a transformé du coup nos manières du coup de concevoir, notamment notre travail, de concevoir également la façon dont on vit, et la façon dont les organisations créent de la valeur.
rappelez-vous, on peut le dire, mais une entreprise, une organisation a pour objectif de créer de la valeur. Et clairement, aujourd'hui, le cloud permet une création de valeur, donc permet de valoriser clairement quelque chose. Le cloud a modifié notre façon de parcourir le monde, d'interagir avec les médias, également de diagnostiquer des maladies. Donc, c'est pas forcément que des avancées liées à notre quotidien, je dirais, dans le divertissement, mais c'est aussi des avancées liées à la santé, par exemple, ou à d'autres technologies, on va le voir tout à l'heure, comme par exemple la lutte contre les problèmes environnementaux. Donc, finalement, le cloud, c'est une technologie donc, qui prend, entre guillemets, tous les parties prenantes, entre guillemets, de nos vies aujourd'hui. Donc, aussi bien d'un point de vue de la santé, la technologie, de l'environnement, enfin bref, le cloud est partout, est présent partout dans nos vies. Et justement, dans la vie de tous les jours, donc le cloud est une, je dirais, est une technologie comment dire, qu'on peut toucher, si je puis dire, au quotidien, et qui va du coup avoir une répercussion dans notre vie de tous les jours. Et clairement, il faut comprendre ici, c'est que dans toutes nos interfaces, dans tous nos échanges, dans toute notre présence en ligne, peut dépendre également du cloud aujourd'hui. Donc, dans la partie stockage, donc on l'a vu, hein, le cloud permet de stocker de grandes quantités de données. Donc, on peut stocker des quantités énormes de vidéos, de photos. Donc, vous avez peut-être sans doute, vous, un compte peut-être sur iCloud, par exemple, sur Google Cloud, par exemple, donc qui permet de stocker. Vous avez bien sûr le streaming musical et vidéo. On parlait de Netflix, de Spotify, de Prime Video, par exemple, qui ont permis, en fait, le cloud a permis à ces structures-là de pouvoir clairement proposer des contenus, des quantités astronomiques de contenus, sans qu'il y ait également de problèmes de lag ou autre. Donc, également de problèmes d'accessibilité. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc, moi qui ai un compte Spotify Premium, par exemple, j'ai accès à des millions, des milliards, peut-être même de musique tout le temps. Donc, ça, c'est le cloud qui le permet. Les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et autres, fonctionnent sur le principe du cloud, c'est-à-dire qu'on a accès à des grandes quantités de données, de photos, de vidéos sur ces réseaux-là, et des milliards, également de milliards de messages qu'on s'envoie du coup tous les jours. Je pense à Messenger de Facebook. Donc, également, le cloud permet de pouvoir échanger et consulter sur les réseaux. Je pense également aux services bancaires, PayPal, Revolut ou il m'échappe celui-ci, à chaque fois je perds son nom, que tout le monde connaît. Et qui s'appelle Lydia, excusez-moi, pardon. Ok, donc qui permettent par exemple, d'envoyer de l'argent de manière quasiment instantanée. Donc ça, c'est possible grâce au cloud. Donc moi, par exemple, qui a un compte Revolut, voilà, c'est toute la rapidité de l'application et des services proposés est rendue possible grâce au cloud. Également pour les entreprises, donc dans le quotidien des entreprises, le cloud permet d'aller un peu plus vite, un peu plus loin, de faire de l'échange également d'informations. Donc ici, effectivement, je pense au Drive pour tout ce qui va être stockage de documents d'entreprise. Je pense à AWS, Shopify pour tout ce qui va être hébergement, notamment de commerce électronique, donc de e-commerce. Je pense à la relation client, HubSpot, qui va intégrer du coup des modèles de cloud pour pouvoir stocker de grandes quantités de données. Et bien sûr, tout ce qui va être travail collaboratif et la communication d'équipe, donc avec Zoom, Teams ou encore Google Meet. Donc ça, c'est également un des usages rendus possibles par le cloud. Et en termes de réussite, si je devais du coup donner une réussite aujourd'hui en termes de cloud, merci beaucoup Nicolas pour Lydia. En termes de réussite, je pense à Netflix. Alors Netflix est un exemple qui est assez particulier parce que Netflix est une entreprise qui existe depuis 1997. Je ne sais pas si beaucoup de gens le savaient, mais c'est une entreprise qui a déjà quasiment 30 ans, en fait, qui a plus de 20 ans. Si je ne me trompe pas, non, je ne me trompe pas. Et c'est une entreprise qui, à la base, était
proposait du coup un service de location de cassettes vidéo. Donc ça, c'était dans les fin des années 2000, donc fin des années 90, pardon. Et début 2000, donc début 2000, début 2010, Netflix lance son programme de streaming, donc de contenu vidéo à la demande, si je puis dire. Et donc, on avait Netflix a vécu des moments un peu troubles avec des infrastructures qui étaient un peu limitées en termes de capacité, notamment face à l'augmentation des abonnés. Donc, vous avez un jour une avancée significative en termes de nombre d'abonnés. Comment gérer ce flux de nouveaux abonnés? Ça, c'est un problème. Donc, autre problème que Netflix, du coup, a pu rencontrer, c'est notamment tout ce qui était par rapport à des problèmes de panne, de latence. Vous aviez une série qui était très attendue et vous aviez un flux de personnes qui se connectaient au même moment sur le même contenu. Donc, ça pouvait créer un phénomène de latence, voire même des pannes. Et donc, vous avez clairement une entreprise ici qui a opté pour le cloud pour pouvoir avoir une solution afin de supporter une croissance, je dirais, à l'échelle mondiale. Et donc, le cloud a permis je dirais même d'effacer, entre guillemets, toutes ces limites qu'on peut voir. Donc, aujourd'hui, le service de Netflix, le service de streaming est un service qui marche très, très bien. Et on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a des problèmes de latence ou de panne, c'est très très rare, ça peut arriver, mais c'est très très rare. Donc on a ici l'exemple de Netflix qui a intégré le cloud, du coup, afin de garantir, entre guillemets, sa croissance à l'échelle mondiale. Et bien justement, du coup, comment ils ont fait? Ils ont adopté du coup un service cloud, donc de AWS, donc le service d'Amazon, pour avoir une infrastructure qui était évolutive et résiliente, c'est-à-dire qu'une infrastructure qui était capable d'absorber de grandes quantités de connexions en même temps. Donc pouvoir gérer justement ces pics de trafic, réduire les coûts et la complexité de l'infrastructure, parce que clairement, le cloud permet je dirais un peu d'unifier les coûts aujourd'hui et donc de limiter la déperdition de coûts, donc clairement limiter la rentabilité de l'entreprise, par exemple. Et cela a permis bien sûr de toujours penser à de l'innovation continue en termes de fonctionnalité, en termes de service. Donc le fait de ne plus avoir de problème de latence ou de connexion et autres a permis à l'entreprise de se consacrer du coup sur l'évolution de ces fonctionnalités en tant que service de streaming vidéo. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant, c'est que le cloud permet aux entreprises de se concentrer également sur leur propre je dirais, raison d'être, si je puis dire. Comment la technologie cloud fonctionne-t-elle? On va du coup rentrer un peu plus, encore une fois, dans le vif du sujet en termes de définition. Donc, finalement, c'est quoi le cloud aujourd'hui? Donc, on aurait pu commencer du coup par ça, mais on a préféré du coup montrer plutôt des exemples. Donc, comment le cloud fonctionne aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que c'est relativement clair? N'hésitez surtout pas à poser vos questions. C'est un peu timide peut-être aujourd'hui. C'est lundi matin aussi. Donc, il faut que la machine se mette en route. Mais en tout cas, n'hésitez surtout pas. On va voir maintenant comment cette technologie fonctionne-t-elle. Qu'est-ce qu'on entend par cloud finalement? Une vue d'ensemble du fonctionnement du cloud aujourd'hui. Donc, juste pour donner un peu une définition, donc, le cloud décrit un réseau de centres de données complexes. Donc, on parle beaucoup de data center, par exemple, qui stockent et traitent des informations disponibles sur Internet. Donc, le mot cloud est une simplification un peu exagérée qui permet de parler simplement d'un entrelac de différentes, comment dire, de différents composants. Donc un entrelac complexe de logiciels, de serveurs, d'ordinateurs, de réseaux et enfin de systèmes de sécurité. On peut parler aussi d'informatique dans le cloud, donc ça c'est un terme qu'on retrouve également aujourd'hui, donc l'informatique dans le cloud, qui est un terme qui pour parler plus communément du cloud globalement. Donc ça reste de l'informatique, ok. C'est un centre de données qui va du coup stocker et traiter de grandes quantités d'informations disponibles sur Internet. Donc, on l'a vu tout à l'heure, donc ça permet de pouvoir accéder à de grandes quantités d'informations sans forcément avoir la contrainte de l'objet
en lui-même, du stockage. C'est-à-dire que si vous avez un disque dur externe aujourd'hui, vous devez avoir votre disque dur externe, le brancher, l'emmener avec vous pour pouvoir avoir accès à vos données. Le système cloud, permet du coup de pouvoir avoir accès à ces données sans avoir la contrainte de l'objet en tant que tel. Par contre, évidemment, pour stocker et pour avoir accès à ces données-là sans avoir la contrainte de l'objet, il faut qu'il y ait du coup de gros data centers qui puissent du coup traiter cette information-là, stocker l'information et me permettre d'avoir accès à l'information. Donc, on parle de data centers qui représentent quand même des choses assez conséquentes en termes de place et en termes de consommation électrique. Clairement, il faut le dire, aujourd'hui, un data center consomme quasiment l'équivalent d'une petite ville en électricité. Donc, on est encore aujourd'hui dans cette logique-là, malheureusement, mais pour donner un peu un ordre de grandeur aujourd'hui, c'est que cette technologie-là n'aurait pas pu exister il y a 100 ans, par exemple, il y a 60 ans, par exemple. Il aurait fallu peut-être des kilomètres, voire des kilomètres carrés d'espace. Donc, on peut voir ici, c'est que la technologie a permis de réduire la taille de ces ordinateurs-là. Mais on a clairement aujourd'hui un monde qui est plus complexe. On a des données qui sont plus nombreuses et donc il faut pouvoir y avoir accès en temps réel, sans avoir de latence, sans avoir de problème d'accessibilité, en garantissant une sécurité de la donnée. Donc tout ça, c'est entre guillemets rendu possible dans des data centers. Google aujourd'hui possède des data centers. Donc juste pour expliquer encore une fois, c'est qu'un centre de données, donc un data center, est une installation de taille industrielle. Donc j'expliquais, c'est à peu près la taille d'une petite ville qui se consacre au service numérique d'une entreprise. On a mis ici l'exemple de data center, donc on a essayé un peu de schématiser à quoi pourrait ressembler un data center. C'est assez costaud. Donc on peut le voir comme une sorte de pièce, de très grande pièce qui est remplie d'ordinateurs très puissants et qui travaillent de manière coordonnée. Donc chaque ordinateur travaille ensemble pour stocker, gérer et fournir du coup des informations lorsqu'on va sur Internet. Donc clairement aujourd'hui, quand j'allume ma télé et que je vais sur Netflix, avoir accès du coup à mon interface entre guillemets privée de Netflix, c'est possible grâce à un data center qui va stocker du coup toutes les données que j'ai pu du coup laisser ou partager du coup avec Netflix afin d'avoir mon interface comme je la connais avec la série que j'ai vue dernièrement, ce que je peux aimer, reprendre ma lecture. Donc tout ça effectivement offre, encore une fois, le cloud offre des services et offre du coup des façons de d'utiliser le web et d'utiliser les interfaces numériques. Mais pour cela, il faut du coup de gros data centers. Clairement, ces data centers-là vont avoir du coup un peu 5 fonctionnalités. Ils vont permettre de stocker. Donc, on parle du coup d'entrepôts gigantesques. Ils vont faire du traitement de la donnée. Donc, ils vont calculer de manière rapide et puissante du coup de grandes opérations à la fois. Donc, juste pour expliquer un tout petit peu, par exemple, c'est que en termes de grandeur, aujourd'hui, une clé USB est capable, du moins un ordinateur aujourd'hui est capable de calculer, un processeur est capable de calculer un grand problème mathématique, par exemple, ou de vous trouver les milliards de décimales de pi en une fraction de seconde. Le même calcul aurait mis peut-être 200 ans à faire en 1950. D'accord? Donc, les premiers ordinateurs de l'époque, ils étaient hyper gros, ils prenaient quasiment des pièces entières, mais ils avaient des capacités de calcul qui étaient vraiment dérisoires, de l'ordre peut-être même d'une calculatrice classique, et encore. Donc, en fait, l'avancée technologique, elle est surtout sur la capacité de calcul, le traitement de la donnée. D'accord? Je précise. La sécurité, donc également, ces services et ces data centers permettent de sécuriser. Donc, on parle de forteresses qui vont protéger vos données, la donnée à plusieurs niveaux. Il va y avoir également de la fiabilité. Donc, ces data centers sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans interruption, avec des systèmes de secours en cas de problème. Donc, clairement, aujourd'hui, je pense que
ces centres de données ont, entre guillemets, des niveaux de sécurité qui sont peut-être même équivalents à des niveaux de sécurité qu'on peut voir peut-être dans les interfaces militaires ou autres. Et bien sûr, ils sont très rapides, très, très rapides. Donc, c'est ce que je disais, hein, pouvoir calculer, par exemple, les milliards de décimales de pi en moins d'une seconde, c'est une capacité qui n'est pas forcément, enfin, qui n'était pas forcément possible il y a encore 30 ou 40 ans. OK. Donc là, effectivement, on peut calculer de manière rapide dans le monde entier des quantités astronomiques de données. Donc voilà, donc 5 points importants, donc stockage, traitement, sécurité, fiabilité, rapidité. C'est clairement les 5 piliers, les 5 enjeux aujourd'hui de ce qu'on appelle les data centers, les centres de données. Google compte plus de 40 régions pour ces centres de données. Donc, on n'a pas de chiffres, je n'ai pas de chiffres précis sur le nombre de data centers que Google possède, mais Google est présent quasiment dans tout le monde entier, avec tout dernièrement un centre de données qui a ouvert à Johannesburg, en Afrique du Sud. Donc, c'est le premier data center de Google en Afrique. On peut voir que la majeure partie de ces data centers se concentre en Europe et en Amérique. Donc, Google a investi des milliards de dollars, clairement, pour créer son réseau de data centers. Donc, cela permet du coup aux clients de bénéficier d'un débit élevé et d'un temps de latence très faible pour leur application. Ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que ces chiffres changent et augmentent constamment. Donc, avec l'avancée technologique et avec l'avancée des besoins qu'on a, et ben, du coup, la création de data centers, il y en a plusieurs qui se créent. Il n'y a pas que Google notamment qui en possède. Donc voilà, il y a plein d'entreprises, plein d'organisations qui possèdent leur propre data center. On va le voir tout à l'heure. Et ce qu'il faut ici comprendre, c'est que ces data centers sont connectés dans le monde entier grâce à la fibre optique. Donc, on a des réseaux de fibre optique sous-marins qui sont 25 millions de fois plus rapides qu'une connexion Internet domestique. Donc, imaginez si vous aviez un ordinateur qui était branché, alors du moins un câble qui était branché à votre ordinateur ou à votre domicile, vous naviguerez sur le web de manière quasiment plus qu'instantanément. OK. Donc, aujourd'hui, vous avez des câbles sous-marins qui permettent de relier plusieurs data centers entre eux. Et donc, du coup, on parle de câbles qui ont voilà, on parle de câbles qui ont de grandes capacités de connexion. OK. Donc, clairement, c'est de la fibre optique aujourd'hui. Donc, on peut voir ici que tous ces câbles-là font clairement le tour du monde. Moi qui suis en Bretagne, par exemple, si je ne me trompe pas, le câble qui vient du coup de la côte est américaine, il passe par l'Orient, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça. Donc, du coup, vous avez en France plusieurs, je crois qu'il y en a un ou deux de câbles qui vont du coup connecter, du coup, relier du coup, entre guillemets, le vieux continent avec le continent nord-américain. Alors, dites-vous par exemple que, si je vais du coup prendre un exemple, clairement, donc il y a une question de Mathieu. Est-ce que c'est possible de zoomer le QR code? Alors par contre, ouais, je suis désolé, mais je vais devoir revenir sur les premières slides. Est-ce que je pense que, Mathieu, je pense que du coup, Nicolas peut vous envoyer clairement le lien. Et vous l'avez dans le premier, dans le chat, un peu au-dessus de vous. S'il s'agit bien du QR code de Google Car Certificate. OK. Donc juste pour expliquer un tout petit peu, vous avez notamment les places boursières du monde, hein, la bourse de Paris, la bourse de Francfort, la bourse de Shanghai, de Tokyo, de New York et de Chicago, qui sont connectés du coup avec ces câbles, par exemple, ces câbles sous-marins, et donc qui permettent notamment de faire des opérations financières en on parle de nanosecondes. OK, donc c'est 0,0000, il y a 8 zéros. OK, donc ici, c'est rendu possible grâce justement à ces câbles sous-marins, à toute cette fibre optique. Le fonctionnement du coup du réseau de fibre optique, donc il permet de transporter de la donnée. OK, il va permettre de la transporter de manière rapide et fiable. OK, donc sans déperdition, sans perte de vitesse.
On parle quand même d'un réseau qui a une portée mondiale. Il s'agit de véritables méga-routes de la donnée. Donc, j'expliquais effectivement, donc, Chicago, New York, Paris, Francfort, Shanghai, Tokyo, les places boursières notamment de ce monde sont toutes connectées entre elles avec ces câbles sous-marins. On parle également de la redondance. Donc, la redondance, c'est le fait effectivement de pouvoir, en cas de problème, de pouvoir avoir un autre itinéraire. Par exemple, vous avez un câble, mais vous en avez un câble secondaire qui va permettre du coup de pallier à des problèmes sur le câble principal, par exemple. Et bien sûr, ces réseaux de fibre optique permettent d'alimenter du coup tous les services cloud qu'on va voir du coup par la suite, donc Google Cloud, Amazon Cloud, Microsoft par exemple, qui vont utiliser leurs propres réseaux mondiaux de fibres pour relier leurs centres de données. C'est l'exemple de Google qu'on a vu du coup juste auparavant, qui va relier du coup ces data centers entre eux via de la fibre optique. Est-ce que ça va? Jusqu'ici, on va du coup attaquer les différents modèles de déploiement du cloud. On va voir que le cloud est une technologie qui a différents modèles de déploiement. Est-ce que du coup ça va, Mathieu, pour votre question? Est-ce que vous avez votre réponse? N'hésitez pas du coup à nous partager si ça va ou pas. Ok. Dans tous les cas, les différents modèles de déploiement du cloud, donc on va les voir du coup tout de suite. Donc, il y en a à peu près 5, même s'il y en a pour le coup 4 et 1. 4 plus 1. En gros, imaginez que vous avez une entreprise, vous êtes une entreprise, vous êtes une structure, une organisation, et vous avez finalement 5 possibilités de mise en œuvre du cloud dans votre entreprise. Donc, vous avez la première mise en œuvre qui est le système de pas de cloud. C'est-à-dire que vous avez toutes vos données qui sont hébergées sur votre site. Okay, donc, on va le voir par la suite. On va les voir chacun un par un. Vous avez le cloud privé sur site, le cloud public, le cloud hybride et le multi-cloud. Donc, on va voir qu'il y a différentes façons finalement de se servir du cloud. Il y a différentes façons de consommer le cloud, si je puis dire. Donc, en fait, clairement, vous avez des entreprises qui vont fournir différents services, différentes infrastructures de cloud. Okay, la première, c'est le pas de cloud, c'est le sur-site. En gros, vous êtes un hôpital, par exemple, et vous avez toutes vos données qui sont hébergées directement dans votre infrastructure informatique. OK. Situé et exploité dans le centre de données d'une organisation. Donc, clairement, vous êtes dans un hôpital et vous avez votre propre, entre guillemets, votre propre data center, si je puis dire, où vous allez héberger vos données. D'accord? Mais vous le faites sur votre site. Donc, du coup, par définition, il n'y a pas de cloud. Okay. C'est une méthode qui est un peu plus traditionnelle, mais qui a également des avantages incroyables. Donc, il n'y a aucun tiers nécessaire pour pouvoir avoir accès à son cloud. Il y a un contrôle physique du propriétaire. Donc, clairement, vous êtes dans votre structure, dans votre site, vous avez l'accès à vos données directement, et vous contrôlez physiquement l'accès à vos données. Il n'y a pas de paiement ou de prépaiement pour un accès en continu. Donc là, clairement, vous avez votre propre solution, vous la maîtrisez, vous la gérez et vous êtes propriétaire de la solution. D'accord? Donc ça, c'est quand vous avez une solution sans cloud où vous avez vos données qui sont hébergées sur site. Je pense notamment à un hôpital, par exemple. Vous avez le cloud privé. Le cloud privé, donc là, c'est réservé à une seule organisation qui va du coup louer. OK, donc on parle d'un locataire unique qui va du coup louer un service de cloud privé. D'accord? Clairement, aujourd'hui, vous avez un facteur de maintenance et de gestion continue qui va être comparable à une infrastructure du coup sur site traditionnelle. C'est-à-dire que clairement, en termes de comparaison par rapport à une structure plus traditionnelle qui héberge ses propres données sur site, vous avez toujours une interface de maintenance, une gestion de la maintenance. Ça, c'est quelque chose qui est primordial. Vous devez pouvoir maintenir et garantir l'accès à vos données tout le temps. Donc ça, c'est de la maintenance et de la gestion continue. Donc finalement, il n'y a pas trop de différence entre un cloud privé sur ce point-là et un hébergement sur site.
L'hébergement sur les propres serveurs privés d'organisation. Donc là, vous avez vos propres serveurs privés. Heu, donc c'est une solution entre guillemets un peu, où vous gérez quasiment 100 de votre infrastructure. OK? L'avantage d'un cloud public, donc c'est-à-dire que vous avez les avantages d'un cloud public, OK? Mais avec davantage de personnalisation, d'options. Vous avez entre guillemets «plus de possibilités de mise en œuvre», de la donnée, d'accès à la donnée. Donc c'est quelque chose qui est, à prendre en considération aussi. Donc le cloud privé permet clairement, une meilleure, je dirais, personnalisation. Pourquoi? Parce que du coup, dites-vous que vos données ou les données, on parle de milliards de données, le simple fait de pouvoir y avoir accès à n'importe quel moment ou de pouvoir, personnaliser ou de mettre des options sur telle ou telle donnée, sur telle ou telle façon de consommer la donnée et beh, du coup, ça permet potentiellement de gagner, du temps, de l'argent et pour des grosses entreprises, pouvoir avoir la main dessus, c'est quand même quelque chose de primordial. OK? Donc le cloud privé permet quelque part d'avoir les mêmes avantages qu'un hébergement sur site, mais avec des options de personnalisation un peu plus importantes, et toujours une interface, je dirais, ne du moins une obligation de maintenance. OK. Le cloud public, on va prendre ici l'exemple d'un immeuble. Donc, imaginez que vous êtes une entreprise, encore une fois, et vous voulez du coup, mettre en place un service de cloud, enfin avoir un service de cloud en interne et donc là, vous allez faire appel à un, fournisseur de cloud. OK? Je pense un peu à Google Cloud, par exemple, ou à AWS de Amazon qui sont, des services de cloud public. OK? Donc ici, l'hébergement se fait en dehors du site. Donc, je prends l'exemple d'un immeuble, hein, donc vous avez donc imaginons Google Cloud est un immeuble, OK? Et vous avez différents appartements, qui correspondent à différents clients, OK? Vous allez avoir, je sais pas moi, telle boîte ou telle boîte. Donc chacun a son appartement, chacun a son service, OK? Et les données sont hébergées en dehors de votre site, OK? Donc une infrastructure qui est partagée avec un fournisseur tiers, par un fournisseur tiers plutôt. Vous avez plusieurs utilisateurs, donc plusieurs clients qui profitent d'une même solution, OK? En termes de serveurs, en termes de stockage, en termes de réseau. Par exemple, encore une fois, Google Cloud ou AWS, vous avez Netflix qui est client d'AWS, OK? C'est-à-dire que AWS va fournir du coup, un même serveur, un même stockage, un même réseau à tous ses clients. Mais chacun va avoir son propre appartement, si je puis dire, OK? Mais par contre, comme dans un immeuble, vous partagez peut-être potentiellement les frais, de ménage de l'immeuble, les frais d'entretien de l'immeuble et autres. OK. Le fournisseur ici gère la maintenance et les coûts de l'infrastructure. OK? Donc, autant pour moi ici, c'est le propriétaire de l'immeuble, donc Google Cloud ou AWS, qui va du coup gérer la maintenance et les coûts liés à la structure. OK? C'est, le propriétaire de l'immeuble ou les, copropriétaires qui vont du coup gérer la maintenance et l'infrastructure de l'immeuble. OK? L'immeuble en tant que tel. OK. Donc ici, le client n'a pas du coup à gérer, et à penser à cette notion de maintenance. OK? Il paye pour ça. Et enfin, vous avez du coup, différentes ressources qui sont flexibles et évolutives si besoin. Donc là, vous avez la possibilité de mettre en place, différents accès, par exemple. Dans tous les cas, vous avez une solution qui est flexible et évolutive en termes de ressources. OK? Donc le cloud public, c'est un peu le cloud qu'on connaît tous, quand on parle de cloud. Je pense à iCloud pour Apple, je pense à Google Cloud, par exemple, ou encore AWS. C'est le système qu'on entend et qu'on connaît globalement quand on parle de cloud. Vous avez le cloud hybride, pardon, c'est la somme entre un hébergement sur site et un service de cloud public. OK? Heu, ou privé plutôt, excusez-moi. Donc ici, vous allez du coup, additionner du coup 2 possibilités. Donc vous allez faire une combinaison de différents environnements afin de garantir, une certaine flexibilité et une protection plus accrue de vos données. D'accord? Donc il y a des données qui peuvent rester sur site et d'autres qui peuvent aller du coup dans le cloud privé. À vous de pouvoir avoir une infrastructure, une ingénierie de données, c'est-à-dire en vous disant: «Mais qu'est-ce que je fais de mes données? Où est-ce que je les mets et qu'est-ce qui est le plus avantageux pour moi?»
Cela peut permettre également de répondre à des besoins, également en termes de juridiction, donc répondre à certaines obligations légales. Vous avez des entreprises qui ont l'obligation de conserver des données sur site. OK? Je pense notamment à des entreprises, notamment comme les hôpitaux, par exemple, qui ont, des données de santé. Je pense également peut-être à des assureurs ou à des entreprises comme ça qui alors je connais pas particulièrement, mais qui ont parfois des obligations de conserver des données sur site. Regardez un peu ce qui se passe entre TikTok et les États-Unis. Clairement, les données des Américains sont hébergées en Chine et cela pose des problèmes du coup, heu, politiques, géopolitiques, vis-à-vis des relations, sino-américaines. Donc vous avez également vous avez certaines contraintes légales en termes de légalité qui vous imposent d'avoir un système hybride. Dans tous les cas, ça vous impose une gestion plus complexe, naturellement. OK. Donc c'est la somme, hein, des additions entre un hébergement sur site et un cloud privé. Heu, Clairement, ça offre des possibilités. L'avantage, c'est d'avoir une possibilité, enfin d'avoir une protection clairement accrue de vos données. C'est ce qu'on évoque également dans la notion comment dire? De sauvegarde miroir. Alors je ne sais pas si vous avez, si ça vous parle, mais le fait d'avoir une double sauvegarde. OK? C'est-à-dire que on peut sauvegarder des données, sur site et les conserver, les mêmes données, sur un cloud privé. Si jamais j'ai un accès qui pose problème, j'ai encore mes données. OK? Donc c'est un peu la sauvegarde miroir. Bonjour Eco Digitalium, est-ce que vous me conseillez de faire une formation de cloud pour gérer les données de santé? Heu, Écoutez, je vous conseille, oui, d'en faire une. Alors cette formation-là peut être, perçue comme telle, ça peut être déjà un premier pied à l'étrier, mais bien sûr vous pouvez suivre bien sûr des formations là-dessus. Peut-être que du coup, Nicolas peut vous envoyer du coup, alors on n'a pas de formation nous dans le programme Google Numérique spécifique vraiment sur le cloud hormis celle-ci, mais ça se trouve. Je pense que ça se trouve. OK. Vous êtes infirmier diplômé. D'accord, donc c'est une reconversion pour vous? Ou c'est simplement dans le cadre de votre métier d'infirmier? Dites-nous en plus du coup et comme Digitalium. C'est avec plaisir. Donc le cloud hybride, hein, je vais expliquer du coup cette notion de double sauvegarde. Et vous avez le multi-cloud, donc ça c'est de l'hybride et du multi-cloud. Donc là, vous avez du site plus plusieurs clouds publics. Donc vous avez au moins 2 fournisseurs de cloud publics, et cela permet donc cette installation permet du coup de profiter du coup des atouts de différents fournisseurs de cloud publics. Donc, il faut savoir que, je pense à Google Cloud, je pense à Amazon et autres, chacun de ces entreprises-là, chacune de ces boîtes-là ont des avantages que les autres peut-être n'ont pas. Donc le fait de pouvoir avoir un multi-cloud permet de surfer ou de profiter des atouts des différents fournisseurs. OK. Dans tous les cas, c'est un système qui est hybride, donc hybride et multi-cloud sont proches, mais pas forcément interchangeables. Donc cette notion d'hybridation et du multi-cloud, elles sont assez proches l'une de l'autre, mais pas forcément interchangeables. Donc ça peut rajouter une complexité, dans la gestion de vos données. Faut pas le négliger. OK, impeccable. Donc c'est une reconversion et comme Digitalium, super. Donc je pense qu'on peut trouver, vous pouvez trouver des formations, heu, sur le cloud, mais vous avez justement mais je vous envoie du coup ce lien si vous voulez, cloud.google.com/training. Donc vous avez des ressources de formation que je vous envoie ici et comme Digitalium. Donc si vous voulez donc en apprendre un peu plus sur le cloud, vous avez des cours de Google qui vous permettent d'en apprendre un petit peu plus. OK? Elles sont pas forcément toutes gratuites, attention, OK. Il va y avoir. Il y en a quand même quelques-unes, vous pouvez du coup, facilement, apprendre beaucoup, beaucoup de choses, impeccable.
Donc du coup, en termes d'infrastructure, donc ou en termes de possibilités, vous avez donc l'hébergement sur site, le cloud public, le cloud privé, le système hybride et le multi-cloud qui sont du coup les différentes façons de mettre en place, une infrastructure cloud dans votre entreprise. Et beh, du coup, c'est ce que je vous disais en termes d'exemple, hein, notamment pour l'hébergement sur site. Vous avez des organismes gouvernementaux, des hôpitaux publics, des TPE-PME, qui, hébergent clairement toutes leurs données sur leur propre site. OK? Cela peut également avoir des défaillances, hein. On a vu notamment que les hôpitaux français étaient, la cible de beaucoup d'attaques, de hackers, parce que peut-être que, elles n'ont pas forcément toujours une culture de la protection, ou du moins de la cyberdéfense. Donc voilà, il y a les avantages et les inconvénients. Dans tous les cas, ce qu'il faut voir ici, c'est que chaque typologie d'entreprise utilise entre guillemets la solution qu'il souhaite en fonction de ses besoins, de ses objectifs, de sa taille, de son marché. Donc ça, ce sont des éléments qui sont forcément à prendre en considération quand on veut choisir son infrastructure cloud. Les différentes catégories de services cloud. OK, mais après le live, il y a pas de souci. Les différentes catégories de services cloud, donc on va du coup rentrer un peu plus, dans, cette notion un peu de service cloud et qu'est-ce qu'on entend par service cloud? Hem, donc être sur un cloud privé ou sur une installation sur site, pour ceux qui choisissent ce type de solution-là, pour les entreprises qui prennent ce type de solution-là, c'est un peu comme avoir une voiture. Donc je précise encore une fois, c'est que il y a différentes catégories de services cloud, d'accord? Et dans ces catégories de services cloud, vous avez bien évidemment, cela répond à des besoins, OK? Donc une entreprise, une organisation choisit le type de service cloud qu'elle veut, OK? Et elle a en tête, entre guillemets, les différentes, parties prenantes, OK? Donc le choix, qui s'impose à l'entreprise va avoir des conséquences, OK? A des conséquences. Il faut avoir en tête ici, c'est que pour celles qui vont choisir un hébergement sur site ou un cloud privé, c'est comme si elles avaient, une voiture, OK? Donc elles avaient acheté une voiture et elles ont le propre contrôle de leur voiture, OK? Elles sont responsables du coup de l'utilisation et de l'entretien de la voiture. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, important, c'est que, c'est ma voiture, j'en suis responsable de son usage et de sa maintenance, de son entretien. OK? Toute amélioration du service que vous voulez du coup mettre en place, OK, passe par l'achat d'une nouvelle voiture. C'est-à-dire que les solutions sur site ou les solutions de cloud privé, dès que vous voulez les améliorer, donc sauf si l'amélioration vient, heu, en interne du service en lui-même, mais c'est-à-dire que notamment pour un cloud privé, mais c'est-à-dire que si vous voulez avoir de nouvelles fonctionnalités ou d'avoir des fonctionnalités au goût du jour, et beh, vous devez vous dire que potentiellement vous devez passer sur une nouvelle solution. Donc ça demande du coup forcément un temps et un coût, considérable. OK? Mais par contre, ça vous permet d'avoir plein d'avantages comme on a vu tout à l'heure, hein. Vous maîtrisez vos données, ça vous offre une plus grande sécurité de vos données, une plus grande accessibilité de vos données, mais également, il faut vous dire que, beh, ça vous oblige à avoir une notion d'entretien, de maintenance, de règles d'usage, bien évidemment, et que toute évolution implique peut-être une nouvelle solution. Pour le cloud public, donc pour celles et ceux qui, opteraient pour un cloud public, vous avez différents modèles de services informatiques dans le cloud public. Donc dans le cloud public, je précise encore une fois, donc vous avez, Google Cloud, par exemple, qui est un cloud public. Vous avez 3 types de modèles, OK? Vous avez ce qu'on appelle l'infrastructure en tant que service. Donc là, vous allez utiliser un service. Donc là, comment dire? Je loue le service. Je ne sais pas si je suis très clair, on va le voir, un par un, rassurez-vous. Vous avez également la plateforme en tant que service. Donc là, vous allez prendre un modèle de cloud public, mais vous allez plutôt vous intéresser à la plateforme. Je ne sais pas si je suis très clair. Vous allez acheter là ou louer la plateforme. Et vous avez un troisième modèle qui est hyper connu, qui est le modèle SaaS, où là, on va du coup le voir comme un logiciel en tant que service. OK?
Je ne sais pas si je suis très clair, mais juste pour repréciser, donc un cloud public, donc c'est une interface, rappelez-vous, hein, comme un immeuble, hein, chacun a son appartement, ok. Vous achetez du coup comment dire, vous êtes client d'une solution de cloud public et vous avez du coup le même type de stockage, de réseau, de traitement d'informations que tous les autres clients. Ok, donc on peut le voir comme étant l'immeuble. Mais par contre, chacun dans son appartement fait ce qu'il veut. Ok. Et bien du coup, dans cette logique-là, dans ce cloud public, vous avez 3 modèles de services informatiques. Ok. En tant que structure, donc un modèle en tant que structure ou d'infrastructure plutôt, en tant que plateforme et en tant que logiciel. On parle de IaaS, de PaaS et de SaaS. Le cloud public en termes donc, de IaaS, en termes d'infrastructure, ok, de service. Donc là, c'est comparable du coup à une location un peu longue durée. C'est-à-dire que vous allez, encore une fois, la métaphore de la voiture, hein, vous allez prendre une voiture et vous allez du coup la louer en location longue durée. Donc là, vous allez simplement vous servir de la voiture en tant que service. Ok. Vous choisissez du coup une voiture et vous la conduisez quand vous voulez. Okay, la voiture n'est pas à vous, donc la solution n'est pas à vous, okay, mais vous vous en servez. Okay, vous louez, entre guillemets, le service. Donc, pour toute mise à niveau, vous pouvez simplement louer une nouvelle voiture ou donc une nouvelle solution. Okay, vous avez une solution, une voiture qui est une petite voiture. Vous voulez du jour au lendemain, vous avez de nouveaux besoins, vous avez une famille qui s'agrandit, et vous allez prendre une nouvelle voiture, plus grande. Donc là, vous allez simplement, du coup, faire une mise à niveau. D'accord. Donc, dans le cloud public, vous avez cette typologie, entre guillemets, ce modèle qu'on appelle l'infrastructure en tant que service. Donc là, je vais prendre l'infrastructure en tant que service. OK. Plutôt le service. Alors, non. Restons là-dessus. OK. Infrastructure en tant que service. On parle du modèle IaaS. OK. Et ce modèle IaaS, hein, vous le connaissez peut-être sans forcément avoir en précision du coup le terme, mais on parle de ressources virtuelles, on parle de paiement à l'utilisation, on parle de flexibilité, on parle de maintenance et de sécurité. En gros, c'est tous les services que vous connaissez, qui sont comme Cloud de Google, Azure de Microsoft ou encore AWS de Amazon. D'accord. Donc là, on n'a pas forcément besoin de matériel informatique. On paye l'usage. D'accord. Comme la voiture longue durée, comme une location longue durée, vous payez l'usage de votre véhicule. Le cloud public en tant que plateforme. Ok, donc là, c'est un autre modèle. Donc là, je vais plutôt penser à un usage en tant que plateforme. Donc là, c'est comme si je prenais un taxi. Ok, je donne une destination précise et le chauffeur s'occupe de conduire. Ok, donc là, en fait, je vais dire voilà, mon besoin, c'est ça. Ok, mon besoin, c'est ça. Voici mon objectif, voici ma problématique, voici mes contraintes. Ok, et là, vous allez du coup, entre guillemets, payer la plateforme. C'est-à-dire que vous allez payer un fournisseur de cloud qui va mettre en place pour vous la plateforme. D'accord? Je ne sais pas si je suis très clair. Mais c'est comme le taxi. C'est-à-dire que vous donnez vos besoins. Je veux aller d'un point A à un point B, donc je vais aller à la gare Montparnasse, par exemple, et le taxi s'occupe de tout. OK? C'est pas votre voiture, donc vous n'avez pas besoin de payer la maintenance, l'essence, l'usage d'un taxi. Donc là, vous allez payer le taxi en tant que service et le chauffeur en tant que prestataire. Je ne sais pas si je suis très clair, mais là, du coup, on parle de plateforme. Pour donner un exemple, c'est ce qu'on entend ici, du coup, avec Google App Engine, qui est une plateforme qui permet de faire fonctionner, du coup, Google Cloud, par exemple. Donc là, on parle de plateforme cloud, on parle de services et d'outils. Il n'y a pas de problème de propriété. OK? C'est pas votre taxi, hein. D'accord? Il y a une personnalisation. Donc, on peut avoir, du coup, pour le coup, c'est comme pour un taxi. Vous pouvez demander un taxi, un van. Vous pouvez demander un taxi plutôt haut de gamme. Donc là, vous pouvez, du coup, avoir des options, bien évidemment. Et c'est assez efficace et c'est assez commode. En fait, c'est assez pratique, finalement. OK? Je n'ai pas envie de m'embêter avec la plateforme en tant que telle. Je n'ai pas envie de la gérer. Je vais faire appel à un service de plateforme. OK? Donc, je vais payer, du coup, ici, la plateforme. Encore une fois, je ne sais pas si je suis très clair. Mais n'hésitez pas à me le dire si vous avez des questions.
OK? Impeccable. Il y a des questions qui ont été, auxquelles on avait déjà eu la réponse. Super. Donc là, on parle du système PaaS, OK? Donc, hem, une infrastructure en tant que plateforme, OK? Et vous avez le modèle SaaS que vous connaissez. Donc, ici, on parle, encore une fois, je précise, de logiciel en tant que service, OK? Donc là, je vais, utiliser le cloud, finalement en tant que, logiciel, si je puis dire. Donc là, c'est comme si vous prenez le bus, vous pouvez encore vous déplacer, mais c'est une solution qui est moins personnalisable, qui est moins, optionnable, si je puis dire. Donc là, c'est, le bus passe à des horaires précises, à des arrêts précis, donc il suit d'un itinéraire qui est précis, d'accord? Vous partagez l'espace avec d'autres passagers, OK? C'est la solution qu'on connaît, que tout le monde, que beaucoup de gens connaissent, OK? Donc, je pense notamment à Netflix et autres qui, proposent ces solutions-là. OK. Je pense également à Workspace, OK, Office 365 de Microsoft, Salesforce. Donc là, effectivement, vous allez du coup payer un fournisseur de SaaS. Vous payez du coup, vous payez pour utiliser l'application en tant que telle. OK, donc on parle bien d'un logiciel. Je ne sais pas si je suis très clair encore une fois, mais il faut bien vous dire que c'est une façon de consommer le cloud. OK? Soit on le consomme en tant que logiciel, donc là on parle de SaaS, soit en tant que plateforme, OK, soit en tant que service. Je reprécise, hein. OK? Donc on parle du IaaS, du PaaS et du SaaS. D'accord? Donc là, par exemple, l'exemple, c'est Google Workspace. Donc on va payer du coup l'application. Donc il n'y a pas de logiciel à installer, il y a rien à installer. Vous payez du coup votre service. Il n'y a pas, de maintenance à faire de votre côté. La maintenance, ça se fait tout le temps. Heu, donc elle est gérée par le fournisseur et surtout, vous avez accès à vos données en tout lieu. C'est clairement l'exemple, je dirais, même quand on parle de cloud. C'est-à-dire que avoir accès à mes mails, par exemple, avoir accès à mon agenda, avoir accès à mes données à partir de mon application Drive, sur mon téléphone, mon ordinateur, dans le monde entier, tant que j'ai accès à internet, OK? Ça, c'est clairement ce qu'on appelle du coup, le service en tant que logiciel. OK? Donc là, j'ai rien à installer, heu, je vais simplement sur, mes interfaces. OK? Juste pour expliquer un petit peu, pour résumer ce qu'on vient de dire, c'est que, donc en termes d'infrastructure, OK, donc si vous avez, heu, un modèle sur site, vous contrôlez à peu près tout, OK? Vous contrôlez vos données, donc l'entreprise, entre guillemets, en tant qu'entreprise contrôle ses données, l'application de ces données, les logiciels, le machine virtuelle, les serveurs, le stockage, le réseau, bref. Si vous êtes sur un modèle du coup IaaS, OK, donc, un modèle plutôt qu'on appellerait du coup, par le service, OK? Et beh, là, du coup, vous êtes sur, l'entreprise contrôle ses données, l'application, les logiciels, mais par contre, tout ce qui va être machine virtuelle, serveur, stockage et réseau, c'est contrôlé par le fournisseur. OK. Pareil pour le PaaS, donc ici, vous avez bien sûr moins de contrôle de la part de l'entreprise. Donc l'entreprise contrôle ses données, l'application, OK, mais le logiciel est contrôlé par le fournisseur. Et bien sûr, sur un modèle SaaS, qu'on vient de voir du coup dernièrement, comme Workspace par exemple, c'est le fournisseur qui contrôle tout. Il contrôle vos données, vos applications, le logiciel, enfin bref, OK. Vous avez finalement, vous avez accès à vos données, donc vous pouvez avoir accès à vos données, vous pouvez les mettre à jour, les supprimer, mais finalement, c'est, le fournisseur qui contrôle à peu près tout. OK. Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous voulez qu'on revoie certaines slides? Où c'était relativement clair. C'était un peu technique dans cette partie-là, mais il faut vous dire simplement qu'il y a, différents modèles. Donc encore une fois, je reprécise ici, mais il y a différentes catégories de services. Donc, encore une fois, je me mets à la place d'une entreprise. Si je devais mettre en place un système de cloud dans mon entreprise, j'aurais le choix entre sur site ou un cloud privé. Dans ce cas-là, c'est comme si j'avais, ma propre voiture et tout ce que ça implique. Et si je passe sur un modèle de cloud public, finalement, j'ai 3 possibilités. Infrastructure en tant que service, plateforme en tant que service ou logiciel en tant que service. En tout cas, je paye un service, d'accord,
soit je paye l'infrastructure, la plateforme ou le logiciel. Et donc, du coup, forcément, ça implique du coup un contrôle différent. OK? Donc forcément, plus je vais vers le SaaS, plus le fournisseur contrôle et plus je vais vers un modèle sur site et plus l'entreprise contrôle. D'accord? C'est vraiment pour, apporter un petit résumé. Dans tous les cas, donc ce que propose l'informatique dans le cloud, donc si je devais résumer un peu ce que je viens de dire, précédemment, c'est que on a ici accès à la entre guillemets, «à la donnée» en libre service, d'accord? Donc il n'y a pas d'intervention humaine supplémentaire, pour avoir accès à ma donnée ou pour lancer des ressources. Donc ce qu'il faut voir ici, c'est que, l'avantage du cloud, c'est ça, c'est l'accès, le libre accès, le libre service à la demande, OK? Accès réseau étendu, j'ai un accès en tout lieu, en tout, à tout moment, OK? Mise en commun des ressources, donc le fournisseur partage ses ressources avec ses clients. Donc c'est-à-dire que vous avez un fournisseur qui a des ressources particulières, mais il va les partager, OK? Des avancées technologiques, il va les partager également. Il y a une évolution et une évolutivité qui est rapide, donc j'obtiens finalement rapidement plus de ressources selon mes besoins et enfin j'ai un service qui est adapté, qui est sur mesure, bien sûr en fonction de la solution que je vais choisir. OK? Mais 5 points, hein, c'est, enfin, si je devais encore une fois, résumer, c'est le libre accès, un réseau qui est étendu, donc j'ai accès à mes données en tout lieu, mise en commun des ressources, évolutivité, rapidité et enfin sur mesure. C'est ça l'avantage du cloud. Et pour terminer, pour conclure du coup sur cette thématique du cloud, on va voir du coup comment l'intelligence artificielle, enfin comment l'IA, pardon, est dans le cloud. Donc l'IA est dans le cloud et on va voir que, beh, finalement, c'est un peu une relation un peu particulière entre le cloud et l'IA. Est-ce qu'il y aurait l'IA sans le cloud? Pas forcément, je ne pense pas. Dans tous les cas, certains de ces outils disponibles dans le cloud intègrent directement de l'IA. Donc effectivement, on a vu, hein, le fait d'avoir une solution notamment, comme Workspace ou une solution comme, Google Cloud de manière générale, une solution de cloud, public. Vous avez du coup, l'intégration de l'IA dedans pour des tâches spécifiques, répétitives, comme le tri des mails, la saisie de données, et ce qui permet du coup aux clients de ces services-là de se concentrer sur des tâches beaucoup plus stratégiques. D'accord? Il faut vous dire, c'est que l'IA est partout, OK? Et ça ne fait pas, en tout cas exception, l'IA également dans le cloud. Donc par exemple, offre des recommandations et des contenus sur mesure qui vont améliorer l'expérience utilisateur et la satisfaction client. Donc encore une fois, le fournisseur de cloud, intègre de l'IA, il vous offre des possibilités nouvelles, des possibilités qui vous donnent des avantages. Bah, ça, c'est, clairement, comment dire? Quelque chose de très positif. OK. Bien évidemment, pour tous les clients de Google Cloud, par exemple, Google Cloud fournit des outils pour la gestion complète des flux de travail liés au machine learning. Donc, ici, Google va intégrer du coup de l'IA, dans son service cloud, en proposant du coup une gamme d'outils capables d'intégrer des flux de travail, du machine learning pour différents modèles et degrés de maîtrise. Donc en fait, ici, on va intégrer des modèles, enfin du moins du machine learning dans les services Google Cloud, et tout ça rendu possible avec de l'IA dedans. OK? Afin d'améliorer encore une fois les potentiels ou le potentiel du service, heu, Google Cloud. OK? Bien sûr, les services de machine learning dans le cloud sont prêts à être intégrés à vos applications. Pareil, donc dans le cloud, encore une fois, vous êtes un client du cloud de Google, vous avez, l'intégration du coup de l'IA, donc pour tout ce qui va être notamment, traduction, reconnaissance d'images, speech to text, analyse de texte. Donc là, je transformais du coup un un contenu oral en texte, analyse de texte, OK? Donc là, vous avez le cloud qui va intégrer du coup, de l'IA via le machine learning pour pouvoir du coup répondre entre guillemets «à tous les besoins», de ses clients. Ça ne fait pas encore une fois exception, l'IA est partout. L'exemple de Carrefour, c'est, un exemple qui est hyper intéressant. Donc la collaboration entre Carrefour et Google Cloud pour la création du Carrefour Marketing Studio. Donc en gros, c'était,
donc utilisation de l'IA générative pour créer des campagnes de communication de A à Z. Donc, ces campagnes ont pour but d'aider les consommateurs à trouver plus facilement un produit sain à un prix abordable. Donc là, bien sûr, c'est le mélange entre des quantités de données incroyables. Donc là, effectivement, on parle du coup du cloud public, donc Carrefour est client du système de cloud de Google, donc Google Cloud, et ils vont intégrer, donc Google intègre de l'IA et du machine learning dans son service afin de pouvoir aider Carrefour à concevoir des campagnes de communication sur un but précis. Ici, en l'occurrence, trouver des produits sains à des prix abordables. OK. Donc, en fait, finalement, ce sont des solutions qui permettent de répondre à tous les besoins des entreprises et surtout de pouvoir aller un peu plus vite, un peu plus loin et d'avoir sans doute aussi une meilleure connaissance finalement de son marché, de ses parties prenantes, de ses clients et tout ça. Donc, en gros, ce sont des services qui sont intégrés de manière dans leur globalité. Donc, je pense à machine learning, IA, cloud. C'est une sorte de package, si je puis dire. OK. Donc voilà pour la fin de ce live. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. Si vous voulez revoir également des slides ou des éléments qu'on aurait vus précédemment, n'hésitez pas également à nous le demander. Donc c'est un sujet qui était un peu technique, hein, je vais expliquer un peu tout à l'heure, mais qui peut du coup vous donner entre guillemets l'envie d'aller un peu plus loin sur cette notion de cloud. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cloud change de paradigme, a changé le paradigme. On ne s'en est pas forcément rendu compte en tant que consommateur, en tant qu'usager, mais ce qu'il faut vous dire, c'est que tout cet accès, tous ces accès rapides, sans la contrainte du lieu, par exemple, ça c'est du cloud. Le fait de pouvoir écouter, converser, voir et regarder des quantités astronomiques de contenu sur le web, notamment sur vos applications réseaux sociaux ou même sur d'autres plateformes numériques, c'est rendu possible grâce au cloud. D'accord? L'accessibilité à ces contenus-là, la rapidité d'accès, la fluidité d'accès ou de consommation est rendue possible grâce au cloud. OK? Qui sont ni plus ni moins que de grosses quantités, qui sont ni plus ni moins que de gros data centers. Donc, on parle bien effectivement d'un lieu physique, hein. Alors, juste pour expliquer la métaphore du cloud, c'est qu'on est bien sur un lieu physique avec du coup qui va héberger de grandes quantités de données, donc qui va stocker, héberger de la donnée, faire des calculs, OK? Et bien du coup, ces lieux-là permettent de se libérer de la contrainte de l'objet, entre guillemets, du matériel. C'est-à-dire qu'encore une fois, je prends l'exemple de la clé USB ou du disque dur externe. Et bien, avec le cloud, on s'affranchit de ces contraintes-là. Par exemple, je change de téléphone, je n'importe quoi, je prends un nouveau téléphone, en mettant mes identifiants cloud, j'ai accès à tout mon contenu. Donc, pouvoir avoir accès à tout son contenu, à tous ses documents, à toutes ses données, sans la contrainte de l'objet, c'est ça le cloud. Okay, mais par contre, bien sûr, ça demande d'avoir des gros data centers. Et du coup, la métaphore du nuage est clairement là-dedans. Okay, donc, le nuage se déplace n'importe où, n'importe quand. Mais par contre, il est là. Okay, j'ai accès du coup à ces données à n'importe quel moment. C'est clairement ça la métaphore du nuage ici. OK? Donc le cloud est finalement une formidable avancée technologique. Il faut juste comprendre que derrière tout ça, vous avez des gros ordinateurs qui vont calculer, stocker, traiter de la donnée, qui vont faire des tâches astronomiques en très peu de temps. Et on peut estimer bien sûr que d'autres avancées technologiques vont apparaître avec peut-être la réduction de ces data centers qui vont peut-être à terme, et je l'espère, moins consommer et être plus petits. On sait aujourd'hui que finalement l'avancée technologique, elle se fait également là-dessus. OK. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent avec nous sur ce live. Merci à toi, Nicolas, pour ta modération. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Je vais encore attendre peut-être quelques secondes, mais s'il n'y a pas de questions, je vais pouvoir vous dire merci et vous souhaiter une belle journée. Est-ce que, Nicolas, tout est OK de ton côté également?
impeccable. En tout cas, merci beaucoup. Je vous dis, à très bientôt, pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles thématiques. On se reverra très vite, sur la chaîne YouTube et ailleurs aussi, donc n'hésitez pas. En tout cas, c'était un vrai plaisir d'être avec vous ce matin, pour ce premier live de la semaine. Je vous souhaite une belle journée, une belle, matinée, une belle semaine et je vous dis, à très bientôt, à très, très vite, sur la chaîne YouTube Google Atelier Numérique. Bye bye.